BFM Business partenaire. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC évidemment, et le cabinet de stratégie B. Nous, on est ensemble pendant 1 heure. Maintenant, vous le savez, avec Vincent Beaufils de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour. On fait passer son grand entretien à une personnalité. Aujourd'hui, notre invité, c'est le président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield. Bonjour Jean-Marie Trintin. Bonjour Edwige, bonjour Vincent. Voilà, bonjour donc, et on va découvrir qu'Unibail-Rodamco Westfield est un très grand propriétaire et opérateur de centres commerciaux. Vous avez 72 centres commerciaux dans 12 pays et vous avez un actif global de 50 milliards d'euros. Alors l'essentiel, c'est bien sûr dans ces centres commerciaux, mais vous avez aussi un petit peu de bureaux, 6%, 5% dans les centres de congrès. D'ailleurs, vous êtes avec la Chambre de commerce l'opérateur des 2 grands place de congrès à Paris, le parc des expositions à Villepinte et puis également à la porte de Versailles qu'on connaît bien. À 2 pas d'ici des studios de BFM. C'est une interview, donc je vous le rappelle, elle est multicanale. Il va y avoir effectivement une rencontre dans Challenge, mais il y a aussi sur le site de BFM Business et de Challenge des Échos. Et puis à l'antenne ce week-end, effectivement, sur BFM Business. Absolument. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Justement, quels sont les principaux centres commerciaux? Vous avez cité les parcs des expositions, il y a le CNIT aussi. Alors c'est un centre commercial, mais c'est aussi un centre d'exposition. On vient d'ouvrir une extension au CNIT. Oui. Vous avez les 4 temps à la Défense, vous avez Westfield Forum des Halles, vous avez Westfield Stratford à Londres, vous avez Westfield Donau Centrum et Shopping City Sud à Vienne. On en a dans 12 pays, entre les États-Unis jusqu'à la Pologne. Et notamment les plus emblématiques en France. Les tours les plus emblématiques, vous avez notamment la Défense. La tour Trinity à la Défense et puis la tour Triangle qui est en cours de construction pas loin de la porte de Versailles. La fameuse, oui, on va en parler. Vincent a plein de questions pour vous sur cette question. Alors je vous rappelle rapidement le mode d'emploi, vous le connaissez. Vous avez 4 parties, une partie actualité, une partie business, un micro-trottoir qui est fait sur le campus d'HEC et puis des questions des alumni. Mais tout de suite, les questions d'actualité. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, Jean-Marie Trintin, un peu évidente. Est-ce que les centres commerciaux ont subi un peu la question du pouvoir d'achat et presque aujourd'hui de l'instabilité politique? Est-ce que vous avez vu l'impact sur le nombre de visiteurs? Nous, on l'a, en tout cas sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire nos centres de destination. Si je prends notamment la France, le premier trimestre 2024, progression du trafic 4,5%, progression du chiffre d'affaires de nos commerçants en France 5,3%. Si je prends à l'échelle du groupe, sur les 12 pays, on est à 5,5% de progression du chiffre d'affaires, 3,9% du trafic qui augmente par rapport au premier trimestre 2023. Donc, a priori, si on est au-delà des chiffres, sur un adjectif pour qualifier, c'est plutôt positif et en ligne avec la tendance qu'on a vécue en 2023, qui était meilleure que 2022, lui-même meilleur que 2021. Alors justement, quand on regarde un petit peu sur la durée, quand on a des centres commerciaux, on est un peu, je veux dire, l'empire du commerce du détail qui fait face effectivement à l'empire de l'e-commerce. Sur longue période, qu'est-ce qu'on peut dire des parts respectives de l'un et de l'autre ? La part du commerce physique reste à peu près à 75% au total sur les marchés dans lesquels nous opérons, donc 25% pour l'Internet. Et avec aussi des commerçants chez nous qui en fait ont développé à la fois le physique et le digital et qui vous parlent en fait globalement d'un chiffre d'affaires total et de la synergie entre le physique et le digital. Donc plutôt de la complémentarité en ce qui nous concerne et une tendance très forte des commerçants, des grands commerçants chez nous à développer en fait aujourd'hui des stratégies qui consistent à faire venir le client en magasin pour collecter les achats qu'ils ont faits en digital. Oui, ce qu'on peut dire juste, c'est Shein, vos concurrents aujourd'hui, c'est Shein, c'est Temu, c'est les grands de l'e-commerce chinois? On ne les voit pas comme des concurrents. D'ailleurs, Shein, vous avez vu, aux États-Unis, a racheté la participation de Simon Property dans Forever 21 pour y ramener lui-même des produits en magasin. Il développe aussi ce qu'on appelle des pop-up stores, donc des magasins temporaires, pour faire venir les clients chez lui. Alors, la moitié de votre chiffre d'affaires, de vos centres, se faisait dans le textile.
Comment est-ce que vous avez vécu cette crise qui a durement frappé l'industrie du textile ? Déjà, en fait, on a fait évoluer l'offre de nos centres. Donc, on est passé sur ces 5 à 7 dernières années d'une offre, par exemple, en restauration qui devait représenter à peu près 7 à 8% de la surface et des loyers payés à presque 14%. Donc, on a fait varier le mix de l'offre. Et puis, si l'on regarde, en fait, aujourd'hui, le prêt-à-porter, si je le regarde notamment, par exemple, en France, à l'intérieur de nos centres, la progression du chiffre d'affaires du prêt-à-porter dans nos centres a été de l'ordre de 5%, donc mieux que l'inflation. Et donc, il y a une concentration sur les meilleurs emplacements du commerce. Combien de marques ont disparu ? Parce qu'on voit bien, il y a Camaïeu, dont on parle de la reprise, il y en a beaucoup. On parle beaucoup des marques françaises, mais vous avez des marques aujourd'hui qui se développent. Vous avez des nouvelles marques qui commencent parfois en commerce de rue, comme Wallen, qui est une marque française de lifestyle. Vous avez des marques comme Aritzia au Canada qui s'est développée aux États-Unis, qui est sur un positionnement un peu au-dessus en termes de produits et purement féminins que Zara. Vous avez des marques comme Faherty, Jumpers. Donc on voit en fait une nouvelle offre de prêt-à-porter se développer, de nouvelles marques. Vous voyez aussi de nouvelles tendances se développer dans le prêt-à-porter. C'est-à-dire tout ce qui touche au sport et à ce qu'on appelle de façon anglo-saxonne l'athleisure. Une marque comme Lululemon qui se développe. Demain, Hello Yoga qui viendra en Europe. Donc on a vu aussi un transfert ou une modification vers de nouvelles marques, des nouvelles marques, mais aussi des tendances. Et pour un certain nombre des marques françaises, une incapacité à se régénérer. Mais les grandes marques traditionnelles internationales comme Zara semblent s'en tirer plutôt pas si mal et sont, paraît-il, à la recherche de surfaces plus grandes. Est-ce que vous pouvez répondre à cette nouvelle demande ? Alors, elle marche très très bien, c'est pas si mal, c'est qu'elle marche très bien. C'est le cas de le dire. Ça marche très très bien et effectivement, en fait, elles ont tendance en fait à se concentrer sur les meilleurs emplacements et quand elles sont déjà dans ces meilleurs emplacements, à s'agrandir. Et nous, c'est tout le travail qu'on a fait sur ces 3 dernières années. Il a échappé à personne qu'en 2021, on avait atteint un pic de vacances dans nos actifs, d'une manière générale, là encore sur nos 12 marchés, liés à la fermeture de magasins, liés à Covid. Ce qui nous a permis, nous, en réalité, de recomposer là aussi notre offre et de répondre à la demande de ces enseignes pour les agrandir. On a augmenté la surface de nos 50 plus grands commerçants en termes de surface et de loyer de l'ordre de 6 à 7% sur les 3 dernières années. Toujours pour poursuivre cette mutation, quels sont les concepts d'enseignes qui marchent ? Vous avez déjà un petit peu répondu, mais d'une manière un peu plus large. Et puis ceux qui, au contraire, se démodent vite. Alors, le sport marche très très bien. Oui. Tout ce qui va toucher effectivement à la mode sport ou ce qu'on appelle le streetwear, donc la mode de rue, les magasins de chaussures de sport, la cosmétique qui se développe avec de nouvelles enseignes, dont une qu'on vient d'ouvrir sur le CNIT qui s'appelle Aromazone. Vous avez dû déjà entendre parler. La cosmétique chez nous, l'année dernière, c'est plus 15%. Les produits beauté, plus 15% chiffre d'affaires par rapport à 2023 et ça pèse de l'ordre de 14 à 15% du total du chiffre d'affaires de nos centres. Mais la question qu'on a pu se poser après la Covid, est-ce que la Covid n'a pas un peu, je dirais, effacé le concept même de centre commercial ? Je dirais qu'il l'a plutôt renforcé, en tout cas pour ce qui nous concerne. Il suffit de voir le retour en fait du trafic dans nos centres qui a été immédiat après la réouverture des centres. Il y avait avant Covid, il y avait une question existentielle autour du commerce physique. Ouais. Cette question a totalement disparu après Covid. On a fait un test grandeur nature, le stress test optimal ou maximum, puisqu'on a fermé tout le commerce partout dans le monde, et en particulier les très grands centres commerciaux qui ont été fermés pendant des mois. Ces centres commerciaux réouvrent, et aujourd'hui on a plus ou autant de trafic que ce qu'on en avait avant 2019. On fait plus de chiffre d'affaires que ce qu'on faisait avant 2019 et notre taux de vacances est revenu à ce qu'il était en 2019. Ce qui est la démonstration de la force du commerce physique et surtout du modèle des grands centres commerciaux qui est le nôtre. Juste un point, pardon Vincent. La facture du Covid, elle a été de combien pour vous ? Pour nous, elle nous aura coûté pas loin au total d'1 milliard d'euros.
Le stress test auquel vous parlez évoque aussi la lutte qu'il y a entre vous et le e-commerce. Et les grands du e-commerce, je pense à Amazon, prétend que en fait, le e-commerce est moins émetteur de carbone que le commerce effectivement de détail, les centres commerciaux, parce qu'il y a cette idée qu'effectivement, toutes les voitures convergent vers le centre commercial. Quelle est, vous, votre appréciation de cette étude Amazon ? Alors nous, déjà, on n'est pas en opposition avec Amazon. Et on n'est pas en opposition avec le e-commerce. Je pense que ça fait partie... Non, mais par rapport à ce point précis, qu'est-ce qui effectivement émet le plus de carbone ? On n'est pas en opposition. Et ensuite, il y a une étude qui a été faite par Ernst & Young à la demande de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, qui a fait la démonstration que lorsque l'on vient en transport en commun, ce qui est notre cas, dans nos centres, 54% de notre trafic, les gens viennent en transport en commun. Lorsqu'on vient juste en transport en commun, acheter dans un centre commercial est moins polluant ou moins impactant en matière de carbone que d'acheter en digital. Lorsque on vient avec sa voiture, il faut acheter au minimum 4 produits à l'intérieur d'un centre commercial pour arriver à l'équivalent des émissions de carbone d'une livraison chez soi. Et en moyenne, dans les centres commerciaux, et là ce ne sont pas les centres commerciaux d'Unibail, c'est les centres commerciaux des acteurs du commerce dans les territoires, on est à plus de 6 produits achetés. Donc si je prends l'ensemble des critères, on est toujours plus performant que de se faire livrer chez soi. J'imagine que vous en parlez avec Amazon, mais surtout vous prenez des décisions vous-même. Vous avez lancé Better Places, qui est un plan ambitieux pour accompagner effectivement l'évolution du commerce vers effectivement une économie plus durable. En quoi ça consiste, Better Places ? Alors, Better Places, c'est plusieurs axes. Le premier point déjà, c'est une trajectoire de neutralité carbone sur les scopes 1 et 2, qui sont ceux que nous maîtrisons directement, d'ici 2030. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Réduire nos émissions de carbone de 90% d'ici 2030 sur le scope 1 et 2. Pour les 10% restants, on a déjà investi dans un fonds nature, dont l'objet est de restaurer des espaces végétaux, et en particulier des forêts, pour faire de la capture. Et ensuite, la réduction en fait, du scope 3, d'ici 2050, donc être en neutralité carbone d'ici 2050, notamment par l'amélioration des mobilités douces et de continuer à travailler aussi sur l'électrification de nos parkings, plus production d'électricité sur site. C'est un travail aussi sur la transition environnementale du commerce. On a parlé de notre assortiment d'offres dans nos magasins. On en est responsable. On a une responsabilité dans le choix que l'on fait. Et donc, nous avons décidé de partager avec les enseignes, mais aussi avec nos clients, mais aussi avec nos investisseurs, le niveau d'engagement de nos partenaires commerçants dans la transition environnementale. Et pour ça, nous avons créé un index qui s'appelle le Sustainability Retail Index, qui nous permet de savoir quel est le niveau d'engagement des commerçants dans la transition environnementale. Ouais. On va poursuivre ensuite toute la partie bureau, peut-être dans les questions business. On va faire ça, effectivement. Et puis après, dans un instant, c'est le brief de Bain. Voilà, je vais y arriver, le brief de Bain qui va se poursuivre. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Eh bien, retour dans l'entretien de Jean-Marie Tritant, le patron de Unibail-Rodamco-Westfield. Et pour ouvrir sur la partie business, vous allez voir effectivement un brief de Bain. J'ai le plaisir d'introduire donc Jérôme Brunet. Vous êtes associé de Bain & Compagnie au sein du pôle Private Equity. Donc, quel est le pitch que vous allez faire à Jean-Marie Tritant pour essayer de le séduire, d'avoir recours à vos services ? Bonjour, d'abord Jérôme Brunet. Écoutez, Jean-Marie Tritant, bonjour. Edwige, bonjour. Et Vincent, bonjour également. Jean-Marie Tritant, vous êtes depuis 2021 le président d'Unibail-Rodamco-Westfield, qui est un des leaders de l'immobilier commercial dans le monde, avec une présence en Europe, également aux États-Unis, et avec une activité qui est dédiée à près de 90% aux centres commerciaux, complétée par du bureau et du site Congrès-Exposition. Alors, vous avez rejoint le groupe en 97 et à ce titre, vous avez connu une acquisition majeure et transformante, celle de Westfield en 2018, qui vous a non seulement ouvert le marché américain, mais aussi le Royaume-Uni, et qui vous a permis d'apposer la marque Westfield emblématique sur près de 40 de vos 72 centres commerciaux. Alors, après la crise du Covid dont vous avez parlé, avec les conséquences que l'on connaît, votre groupe renoue avec une performance solide. Le BE a
l'excédent brut d'exploitation, absolument, à périmètre constant, est revenu à un niveau d'avant-crise. Vous en parliez tout à l'heure, les taux de vacances, qui est un indicateur important dans votre activité, eux aussi sont revenus à un niveau 2019. Les chiffres d'affaires de vos commerçants, les fréquentations de vos centres commerciaux ont progressé de 5 à 6% cette année par rapport à l'année dernière. Donc on pourrait se dire finalement, les difficultés de la crise sont largement derrière vous. Mais ce qui est devant vous, en revanche, ce sont un certain nombre de défis que pose un monde en transformation. Le premier facteur de transformation, c'est le consommateur. Avec la montée d'Internet, vous en parliez, les ventes en ligne ont progressé, ont plus que doublé depuis 10 ans. Et parallèlement, leurs attentes vis-à-vis des centres commerciaux, elles se sont modifiées elles aussi. Ils recherchent de plus en plus des lieux de vie qui associent divertissement et commerce. Un autre facteur de transformation, vos clients qui doivent gérer des stratégies de multicanalité de plus en plus complexes, réfléchir avec finesse à l'allocation de leurs ressources entre vente en ligne et magasins. Enfin, le développement durable, on en a parlé, certes une dimension souhaitable, mais c'est aussi un facteur qui vient surenchérir le montant de vos investissements futurs, voire l'adaptation d'actifs existants. Alors si on prend un pas de recul, certains ont déjà tiré des conclusions. On a vu des grands asset managers immobiliers qui, depuis quelques années, arbitrent au profit d'actifs plutôt logistiques, industriels, voire résidentiels, et se détournent un peu de surface de bureaux, bien entendu, mais aussi de surface commerciale. Et puis si on regarde un tout petit peu plus près, c'est un poil plus complexe, puisque quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, on voit bien que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce sont les très grands centres commerciaux qui fonctionnent, qui s'en sortent le mieux, au détriment des petits, et ceux qui ont réussi à diversifier leur offre de services, les concepts commerciaux, et qui proposent des attractions. Alors Jérôme Brunet, quelle question du coup vous aimeriez poser à Jean-Marie Tritant? Vous me l'enlevez de la bouche. Le pire est-il à venir? Voilà, la question du coup qu'on aurait pour vous, Jean-Marie Tritant, c'est de quelle façon Unibail-Rodamco-Westfield a-t-il réfléchi à son offre? Va-t-il réfléchir à son offre future? Va-t-il faire évoluer son positionnement pour faire face à ces défis et finalement réenchanter les grands centres commerciaux? Écoutez, on a commencé il y a déjà très longtemps. Notre vision a été de dire il y a une dizaine d'années que le commerce allait se développer autour de 3 grands axes: Internet, la proximité, la destination. Et nous, notre choix a été de se mettre sur la destination. Donc depuis ces 10 dernières années, on a retravaillé notre portefeuille pour se concentrer principalement sur les actifs de destination dans des grandes métropoles à forte densité urbaine où, en règle générale, se retrouve une grande partie de la richesse, et notamment en matière de pouvoir d'achat. Et ça, c'est le positionnement que l'on a fait. On travaille également aujourd'hui, maintenant, à l'intérieur de cette stratégie, sur la diversification de l'offre à l'intérieur du centre. Comment on l'adapte aux demandes et à l'évolution des consommateurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la génération dite des réseaux sociaux, les 15-24 ans, 45% d'entre eux déclarent à l'IFOP visiter les grands centres commerciaux. Mais ils achètent tout. La moyenne, 36%. La moyenne, 36% des Français vont déclarer aller dans les centres commerciaux, 45% pour la génération des 15-24. Dans 70% des cas, c'est une raison pour eux d'abord de socialisation. Donc ils recherchent de l'expérience, la possibilité de se retrouver. Et donc ça veut dire que pour nous, il faut développer des offres qui soient plus expérientielles, il faut développer le loisir, il faut développer la restauration, il faut développer également la culture, mais également d'autres offres. Le coworking, les bureaux à partager ou également les centres médicaux. Donc on en fait des lieux de vie. Donc le grand axe stratégique pour nous de développement aujourd'hui, c'est de renforcer le centre de destination comme étant au cœur de la vie de ces visiteurs. Et ça va être la trame, effectivement, des questions business qui vont venir maintenant. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci Jean Brunet. Merci beaucoup. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. On vous retrouve donc Jean-Marie Tritant, vous êtes donc le dirigeant de Unibail-Rodamco-Westfield et on va évoquer plusieurs aspects de ce qu'il y a effectivement sous cette enseigne-là, mais on va commencer par un problème presque macroéconomique mais qui vous bénéficie largement, qui est l'inflation, parce que nos téléspectateurs le savent sans doute pas, c'est que en fait vos recettes sont indexées effectivement sur les recettes de tous les magasins qui sont chez vous. Ça veut dire que pour vous, peut-être que l'inflation
est assez tout bénéfice, comme on dit. Nos loyers ont été indexés, effectivement. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'au-delà de l'indexation de nos sur le chiffre d'affaires des boutiques. Les loyers sont indexés sur, en règle générale, un indice lié à l'inflation. C'était plus combien donc? Aujourd'hui, on a fait à peu près plus 3,5 en France l'année dernière. Il y a des pays où on va faire plus 6, plus 7, puisque l'inflation aura été plus forte. Mais globalement, ce qui est important pour nous, c'est de regarder le taux d'occupation, le coût d'occupation pour le client. Et là, je parle du client commerçant. Et son chiffre d'affaires ayant augmenté, aujourd'hui, vous avez un coût d'occupation pour le client qui est resté stable entre 2019 et 2023. Parce qu'on a été capable de faire progresser les chiffres d'affaires, pas la progression du trafic de nos centres, et ce travail que l'on a fait autour de l'offre et de s'assurer que l'offre que nous avions à l'intérieur de nos centres était celle qui était attendue par les clients. On va parler de choses qui fâchent quand même, parce qu'en 2020, Unibail a connu un choc managérial très fort, une vraie crise managériale, on peut dire. Est-ce que maintenant, c'est derrière vous? Est-ce que c'est fini? Est-ce que la situation s'est entièrement améliorée? Peut-être faut-il préciser qu'effectivement, le dirigeant de Unibail, effectivement, a été remplacé de manière assez abrupte. Il y en a eu plusieurs en plus, oui. Je l'ai remplacé. Donc j'ai remplacé Christophe Cuvillier. J'étais moi-même en fait déjà président des États-Unis, de notre filiale aux États-Unis. Et c'est largement dépassé depuis le 1er janvier 2021. Et aujourd'hui, quand on regarde la performance du groupe, la stabilité de ses équipes également, avec des taux de rotation des équipes très faibles, un niveau d'engagement qui s'est très fortement amélioré pour nous. Chaque année, on fait des études d'engagement. 2021 était une année faible compte tenu de la crise que nous avions traversée, mais également de la crise Covid qui avait un énorme impact sur notre activité. Et aujourd'hui, on est revenu à des taux d'engagement de nos équipes très élevés. Et une performance opérationnelle surtout qui est au-delà de 2019 maintenant. Jusqu'où votre endettement est quand même très important, il est près de 20 milliards, enfin 19 milliards 800 millions pour être exact. Vous êtes désendetté à hauteur de 950 millions en 2023. C'est bien, mais est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? Est-ce que c'est vraiment votre priorité ? On va continuer l'effort de désendettement, comme on l'a annoncé. On a déjà réalisé depuis 2021 5,1 milliards d'euros de cession d'actifs. On a cédé en 2023 dans un univers qui n'était pas favorable à l'investissement avec l'augmentation des taux. On a réussi à réaliser ces 950 millions de baisse, donc c'était 1 milliard de cessions, 11 actifs. Et comme nous l'avons annoncé, on va poursuivre ce travail de désendettement. On avait annoncé au mois de février et qu'on a confirmé lors de nos résultats trimestriels, on a pour à peu près 1,2 milliard d'euros de discussions actives sur des arbitrages d'actifs, que ce soit aux États-Unis. Alors parlons justement des États-Unis, parce que c'est quelque chose que les marchés attendent. On avait l'impression que le concept de centres commerciaux était un petit peu passé de mode aux États-Unis. Là, il paraît que les chiffres ont été plutôt un peu meilleurs, comme vous le soulignez tout à l'heure. Est-ce que c'est pas justement le bon moment pour vendre ces actifs américains qui semblent être un peu un boulet ? Le taux, alors ils ne sont pas un boulet. Que vous connaissez bien, donc. Oui, je les connais très bien. On en avait 33 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on en a une quinzaine. Et on en a 10 qui sont parmi les 30 meilleurs centres commerciaux de destination aux États-Unis. Ok, donc il y en a 5 en trop. Non. Non, je ne sais pas, vous dites il y en a 15, il y en a 10 essentiels. Donc 10 de destination et 5 effectivement qui sont aujourd'hui dits régionaux et pour lesquels nous avons annoncé qu'on allait faire un arbitrage. On a commencé en 2021 et on va continuer à faire ce travail. La qualité moyenne de ces actifs régionaux est très supérieure à la qualité moyenne des actifs de centres commerciaux aux États-Unis. Le centre commercial aux États-Unis, on en a beaucoup parlé. Si vous regardez la presse aujourd'hui aux États-Unis, elle vous fait part en fait de ce retour en grâce des centres commerciaux, de l'activité, du trafic qui s'y retrouve. Il y a des articles tous les jours autour du fait que finalement les centres commerciaux physiques, les centres commerciaux aux États-Unis ne sont pas morts parce que le commerce physique, et je le répète, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait une question existentielle autour du commerce physique. Cette question n'existe plus. Elle est tranchée. Jean-Marie Trintignant, c'est pas vous qui l'avez initié, donc vous avez été un peu plus libre dans votre parole. Est-ce que finalement le rachat de Westfield, donc qui a coûté très cher à Unibail, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Est-ce que ça n'a pas été une erreur, ou alors c'est la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf ?
La question, pour moi, elle est sur l'avenir. Quel est notre plan? Quelle est la croissance? On a futur sûr, mais du groupe. On est concentré sur notre politique d'arbitrage. On va être aujourd'hui... Mais répondez quand même à ma question. Mais regardez le passé n'aide pas l'avenir aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être concentré sur notre politique. Vous pouvez pas nous dire tout simplement que ça a été racheté trop cher et puis on passe à autre chose? Mais c'est un moment de marché, ça a été acheté à un moment de marché et puis vous avez une crise Covid et vous rentrez dans un nouveau moment de marché. Donc ce qui compte aujourd'hui... Donc la réponse est oui, quoi. Mais voilà, on a compris. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui, c'est moi qui le dis alors. Alors, parlons de quelques minutes de cette activité bureau qui est importante pour vous, effectivement. Est-ce que il y a maintenant beaucoup moins de vacances dans les bureaux ou est-ce qu'on est toujours là dans une série post-Covid, influence du télétravail, etc. Alors, pour ce qui concerne les changements de comportement, effectivement. Voilà, pour ce qui concerne nos propres bureaux, notre vacances, aujourd'hui, on avait une tour qu'on a livrée juste après Covid, en novembre 2020, tour Trinity à la Défense, louée à 100%. Ça, c'est incroyable. Comment vous avez fait? Parce qu'on a livré un excellent produit qui est très bien localisé dans un marché de bureaux à la Défense qui est un bon marché, compte tenu notamment de sa connexion au transport en commun, au transport public. Donc quand vous avez le bon produit avec les bonnes normes environnementales, vous trouvez des locataires. Maintenant, le marché de bureaux, si on parle de Paris intramuros, il n'y a pas de vacances. Et les loyers ont continué à progresser, ce qui a d'ailleurs permis de compenser une partie de l'effet de l'augmentation des taux sur les valorisations des actifs. Et puis vous avez des marchés secondaires où là, les taux de vacances sont plus élevés et où il y aura certainement besoin dans certaines zones d'aller vers de la transformation de ces immeubles en autre chose que du bureau. Alors, puisqu'on regarde l'avenir, vous venez de livrer tout un quartier à Hambourg. Est-ce que c'est ça, effectivement? Vous allez nous dire un petit peu en quoi vous pensez que c'est le type de réalisation que vous aimeriez effectivement livrer à l'avenir? Alors, c'est un actif qui est en cœur de ville, qui est en fait de la reconquête de friches industrielles en plein cœur de la ville de Hambourg, connecté au transport en commun et sur lesquels on a développé du résidentiel, du commerce, du bureau, un terminal de croisière et des hôtels. Donc ça participe en fait de la régénération de la ville sur elle-même, de sa densification et de la capacité à recapturer des espaces qui étaient déjà imperméabilisés, déjà utilisés, pour y permettre la transformation de la ville. Un mot en 5 secondes. Où en est l'activité de Viparis? Viparis sont des... Viparis, dont vous êtes actionnaire à hauteur de 50%. On a une très bonne année 2024, puisqu'on est notamment on fait partie des sites qui accueillent les Jeux Olympiques. Donc, très bonne année 2024, après une très bonne année 2023, où on a vu revenir les grands salons et les grands congrès dans la ville de Paris. Jean-Marie Trintignant, on va marquer une pause. Deuxième partie de cet entretien HEC. On ira sur le campus, et puis des questions des alumni, puis quelques mots de conclusion. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour dans l'entretien HEC avec Jean-Marie Trintignant, le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield. Alors, on est encore ensemble pendant une demi-heure. On va aller sur le campus. Et puis ensuite, il y aura les questions des alumni et une conclusion. Mais tout de suite, donc, le micro-trottoir réalisé sur le campus auprès d'HEC, auprès d'étudiants d'HEC. Où allez-vous faire votre shopping? Moi, principalement sur Internet. Plus les galeries, moi, Lafayette ou ce genre de choses. Je suis souvent dans le Marais. Aux Galeries Lafayette. Je vais souvent soit dans des petits magasins, des friperies ou des centres commerciaux généralement. Dans un centre commercial. Est-ce que vous fréquentez les centres commerciaux? Très peu, moi, personnellement. Un peu les halles, mais sinon, non. Est-ce que vous connaissez des centres commerciaux de tête comme ça que vous pourriez me citer? Vélizy ou Grenelle. Ah, c'est à la Défense. Le CNIT, le Westfield de la Défense, ouais. C'est à peu près tout. Par exemple, les centres Westfield. Il y a Westfield qui est à côté, mais à côté de Jouy-en-Josas. Si je te dis Unibail Rodamco Westfield, est-ce que c'est un nom qui te parle? Vélizy est le premier centre dans lequel je suis allé en arrivant ici. Moi, j'habitais aux États-Unis avant et il y a pas mal de Westfield là-bas aussi. Et le centre commercial juste à côté de chez moi, c'était un Westfield. C'est un nom qui me parle très bien parce que je vais faire mon stage là-bas dans quelques semaines. Est-ce que tu sais qui est à la tête de ce groupe? Alors, je crois que ça commence par Jean. Jean-Marie
Tritan. Ah, voilà. Est-ce que, selon vous, la fréquentation des centres commerciaux a baissé? Avec le Covid, il y a eu un coup d'arrêt et peut-être aussi avec le développement des plateformes en ligne. Mais c'est peut-être ces derniers temps, là, depuis 2023-2024, j'ai l'impression qu'il y a quand même un renouveau. Les fréquentations des cinémas ont baissé à cause de l'essor des plateformes de streaming. Les fréquentations des magasins ont baissé à cause de l'essor du shopping en ligne. Mais en valeur relative par rapport aux magasins seuls et au cinéma seul, je suis pas sûr que ça ait forcément baissé. Comme j'habite dans Paris, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens autour de moi vont dans des centres commerciaux de manière régulière. Peut-être ceux qui habitent en région parisienne, c'est un peu différent. Le groupe met en valeur le fait d'avoir une politique environnementale. Comment ça pourrait se traduire, la politique environnementale dans les centres commerciaux, selon vous? Il y a plein de centres qui restent allumés toute la nuit. C'est facile, mais d'éteindre les magasins, de ne pas laisser les lumières allumées juste pour toutes les vitrines allumées, ça, moi, je trouve ça un peu honteux. Les clims, enfin, tout ce qui est... Ça, bon, après, il faut qu'on... Ouais, il y a des fois, il fait beaucoup trop froid. Une économie un peu plus circulaire, donc réutiliser peut-être des déchets qui ont été déjà utilisés, donc éviter le gaspillage. Au niveau de la gestion de l'énergie des bâtiments, l'optimisation de la logistique du flux de consommateurs. Comme c'est quand même des très grandes surfaces, ils ont souvent des grandes surfaces sur les toits qui peuvent aménager soit en les rendant vertes, soit avec des panneaux solaires, etc. Est-ce qu'ils vont prioriser ou faciliter l'accès des emplacements en centres commerciaux à des boutiques qui ont des politiques responsables sur leurs produits, qui ont des produits qui sont présentés comme sustainable et qui le sont vraiment? Bonjour, Jean-Marie Tritan, et je vous dirais, est-ce que vous viendrez me visiter dans mon bureau quand je serai en stage chez Westfield? Donc les centres commerciaux ont souvent cette image de surconsommation, consommation de masse. Donc comment est-ce que vous allez faire pour faire changer cette image et le rendre, les centres commerciaux, vus comme un endroit un peu plus responsable écologiquement et même éviter cette image de surconsommation? Excellent. Alors Jean-Marie Tritan, là, dans ces propos qui ont été recueillis par Estelle Plaguet, il y a beaucoup de questions, mais qui sont un peu toutes autour du même sujet. Comment vous réagissez, vous, effectivement, à cette remise en cause du mode de consommation? C'est pour ça qu'on a établi, nous, une politique claire qui s'appelle Better Places, avec des objectifs exactement ambitieux, à la fois en matière de neutralité carbone, mais surtout de transformation du commerce et de l'industrie du commerce vers un modèle plus durable, d'où ce travail au travers de l'index que l'on a créé, qu'on appelle le Sustainable Retail Index, et qu'on a créé avec une start-up qui s'appelle Good On You, qui est spécialisée dans l'analyse à la fois des politiques environnementales des enseignes, mais également en fait dans la façon dont ils produisent et la qualité des produits. Et nous, on y a ajouté l'audit au niveau du magasin des pratiques. J'entendais des commentaires autour de la consommation d'énergie dans les vitrines. C'est effectivement un travail qui est fait par notre groupe, et ce qui nous permet au global d'engager une conversation avec les commerçants autour de leur politique environnementale, et surtout de partager avec nos clients quel est le niveau d'engagement des enseignes qui sont locataires chez nous dans la transition environnementale. C'est un sujet majeur pour les enseignes, parce qu'elles ne voudront pas se retrouver à côté d'enseignes qui ne se sont pas engagées, et des clients qui ont besoin de savoir que nous, on s'est engagés dans cette conversation avec les Et puis vous avez un rendez-vous, hein? Oui, il faudra l'honorer. Je serais très content d'aller le voir. Alors, il disait dans son bureau, on n'a pas de bureau chez nous. Bon, pas même moi. On partage des espaces, donc on va forcément se voir. Et s'il n'est pas venu me voir avant, j'irai le voir et l'accueillir. On a la chance d'avoir une organisation petite et agile. On n'est pas nombreux, mais on gère avec un très gros impact sur les centaines de millions de visiteurs que nous avons chaque année. Merci Jean-Marie Tritan. Donc à suivre maintenant les questions des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Eh bien, la première question, elle est de Ludivine Labussière. Pardonnez-moi, je n'avais pas effectivement remis ça. C'est pour vous maintenant. Monsieur Tritan, bonjour. Je suis Ludivine Labussière de l'Ormel HEC 2009, directrice senior au sein de C2I, une filiale du groupe Aldar, leader de l'immobilier et de l'investissement à Abu Dhabi. Mon rôle est d'imaginer la curation de l'offre retail et de nouer des partenariats stratégiques avec les marques et les concepts qui feront vivre les lieux imaginés et développés par le groupe Aldar. Ma question pour vous, Monsieur Tritan, se présente ainsi sous 3 volets. Sous l'angle de l'expérience. Selon vous, quelle est à présent la raison d'être des centres retail du groupe Unibail-Rodamco-Westfield et quels en sont ainsi les leviers de croissance dans les 5 prochaines années?
Enfin, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez le futur du retail dans les grandes capitales mondiales. La dernière partie, vous avez déjà un peu répondu, je crois, mais Voilà. les deux premières, la première partie. La première partie, déjà, en fait, la raison d'être d'Unibail Rodamco Westfield, et notamment pour ses centres commerciaux, mais en général pour son activité, c'est de créer des lieux durables qui réinventent l'être ensemble. Et ça, si on parle là directement des centres commerciaux, c'est le phénomène de socialisation qui a lieu à l'intérieur de nos centres, on l'a déjà évoqué, et donc c'est comment on fait évoluer son offre pour la rendre beaucoup plus accessible à l'ensemble de nos visiteurs potentiels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller de ce qui est totalement accessible en matière de prix jusqu'à l'entrée du luxe. Je parle là principalement de l'Europe, parce qu'aux États-Unis, on va jusqu'au luxe, puisqu'on a même des boutiques Hermès dans nos centres. Travailler autour du développement de nouveaux concepts de loisirs. On vient d'annoncer un partenariat avec une enseigne qui s'appelle Toka Social, qui est autour, en fait, d'une expérience immersive autour du football et qui va associer à la fois cette expérience immersive avec une offre de restauration. Pour ceux qui connaissent Top Golf, c'est Top Golf en amélioré. Donc vous pouvez venir jouer sans faire un parcours de 18 trous et en même temps manger et avoir un moment agréable entre amis. Donc c'est ce travail que nous allons poursuivre. Le travail également autour du développement des nouvelles enseignes. Donc on a une équipe qu'on appelle l'équipe d'International Leasing qui fait le tour du monde pour aller chercher ces nouveaux concepts qui vont se développer à l'intérieur de nos centres pour apporter de la fraîcheur d'offres et des nouveautés à nos clients qui en sont très friands. Vous pourriez devenir une entreprise à mission? On n'a pas vocation à devenir une entreprise à mission. On est clairement, nous, dans notre raison d'être. Aujourd'hui, je le répète, de créer des lieux durables pour réinventer l'être ensemble. Et c'est notamment au travers de la régénération des villes qu'on va le faire. Deuxième question des alumni, une question de Dimitri Boult. Bonjour, je suis Dimitri Boult, directeur général de SFL et diplômé d'HEC 2001. Cher Jean-Marie, le secteur immobilier vit de profondes mutations ces dernières années et malheureusement très malmené en bourse depuis la hausse des taux de financement. Unibail Rodamco que tu diriges ne fait pas exception. Quels seraient, d'après toi, les arguments qui feraient revenir les investisseurs sur la valeur Unibail et plus globalement sur le secteur immobilier? La performance opérationnelle. Le fait qu'il n'y ait plus de questions existentielles autour du commerce physique et notre performance qui est revenue à celle de 2019 quand on regarde notre excédent brut d'exploitation à périmètre constant en 2023, alors que nos valeurs ont baissé de 22% depuis le 2019. Ouais. Donc un réajustement des valeurs à la baisse pour une performance équivalente à celle que l'on avait en 2019, qui est un poids de départ pour la croissance. Mais vous êtes loin du cours de bourse de 2019, par contre. On est encore loin du cours de bourse de 2019. Aujourd'hui, on va traiter avec un multiple qui est aux alentours de 7 pour une valeur d'actifs évaluée. Alors que c'est monté jusqu'à combien ? On est monté au-delà de 200 € avant 2019, 2017, 2018. Et là, on est 3 fois moins. Mais aujourd'hui, la valeur, on a beaucoup cédé aussi. Donc la valeur aujourd'hui, sur la base des expertises qui ont été faites au 31 décembre, la valeur nette de la société est à 122 € par action en valeur dilutive. Donc on est sur un multiple de 13 à peu près, quand aujourd'hui on est effectivement... Vous pourriez vous coter à Wall Street ? Écoutez, on est bien à la Bourse de Paris, donc on va continuer. On était coté à la Bourse d'Amsterdam. Oui. L'année dernière, on est sorti de la cote à Amsterdam pour se concentrer sur Paris. Alors, nous avons une question de Théo Lyon maintenant. Bonjour Jean-Marie, je m'appelle Théo Lyon, je suis diplômé moi 2021 de notre belle école. J'ai depuis monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence d'acquisition. Donc mon poste officiel, c'est CEO d'une petite boîte de 60 personnes. Donc je vois sur votre résumé que vous êtes resté 26 ans dans la même entreprise avant d'atteindre votre poste actuel. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les diplômés récents étaient un peu plus volatiles dans leur construction de carrière, en restant un peu moins longtemps et en sautant de poste en poste. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Est-ce que vous pourriez être plus volatile, Jean-Marie Tritant ? Je pense que chacun doit voir ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses ambitions, quelle est sa volonté d'impact, quels sont ses centres d'intérêt. J'imagine que pour un jeune entrepreneur, rester attaché au développement de son entreprise doit être quelque chose qui ne se fait pas en 2-3 ans. Et donc,
Ça va dépendre un petit peu de vos ambitions, de vos objectifs. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que dans la durée, quand on a la chance d'être dans une entreprise comme Unibail-Rodamco-Westfield, on peut avoir de l'impact, on peut mesurer son impact et surtout on peut modifier les trajectoires ou aider à modifier les trajectoires pour aller dans le bon sens. Là, elles sont deux à vous poser des questions, Eve Bertrand et Anna El Mealan. Deux questions différentes, mais enfin elles sont toutes les deux sur leur canapé. Bonjour, je m'appelle Eva Berthaud. Bonjour, je m'appelle Annabelle Millane. Et nous sommes en dernière année du Master en Marketing à HEC Paris, promotion 2024. Pour la première question, nous voulions savoir comment allez-vous intégrer l'IA dans vos expériences clients, dans vos centres commerciaux. Et deuxième question, à quel point vous intégrez votre politique RSE dans les choix des magasins qui font partie de Westfield. Merci beaucoup. Merci. Sur l'intelligence artificielle, on l'a intégré totalement dans le travail sur la segmentation et la segmentation de notre clientèle et le parcours client. Ouais. Et comment on fait? Un exemple? On a développé avec une start-up qui s'appelle DGEase des algorithmes qui nous permettent en fait de retraiter les données qui nous sont fournies par nos systèmes de vidéoprotection. Et donc en fait, on fait de la lecture de nos vidéos. C'est-à-dire que vous nous espionnez avec vos vidéoprotection et en fonction de là où je vais acheter, après on est totalement conforme aux réglementations et on a travaillé avec la CNIL sur la façon de travailler. On va être capable, sans faire du tout de reconnaissance faciale, donc on ne regarde pas les visages, on ne cherche pas à les reconnaître, à donner des attributs à chaque personne et qui vont nous permettre en fait de suivre leur parcours client et de comprendre comment ils utilisent notre centre. Donc ça, aujourd'hui, demain, ça devrait permettre à Unibail Rodamco-Westfield de devenir peut-être un des premiers fournisseurs de données clients sur le comportement client dans les grands centres commerciaux. Et on travaille aussi avec l'IA sur le marketing par la génération de publicité et pour nos centres que l'on utilise directement sur nos écrans digitaux, qui sont générés directement par de l'intelligence artificielle. Et sur la deuxième question, est-ce qu'effectivement vous avez mis une forme d'opprobre sur des types de magasins on trouvait qu'ils ne sont pas pour vous? C'est pas notre rôle de mettre de l'opprobre. Notre rôle, c'est de regarder, en fait, de travailler avec les enseignes sur leur niveau d'engagement, de travailler avec elles sur ce qu'elles font à l'intérieur des boutiques. Donc on pousse et on développe des services, que ce soit la location de matériel, la réparation, le tri de vos déchets. Et là encore, notre index autour de la transformation environnementale va nous permettre de montrer l'évolution de notre état locatif vers quelque chose de plus durable. On a déjà audité 800 magasins qui travaillent sur le prêt-à-porter et les accessoires, 800 marques, 2500 magasins à l'intérieur de nos centres. 82% de ces commerçants sont engagés dans la transition environnementale. Certains très en avance, d'autres juste au début. Et donc aujourd'hui, on est déjà certain d'avoir une forme d'adhésion du commerce autour de la transformation du commerce en un modèle plus durable. Alors, nous avons une question d'Adrien Nussenbaum. Si ma mémoire est bonne, il doit être un des fondateurs de Miracle. Bonjour Jean-Marie, Adrien Nussenbaum, cofondateur, co-CEO de Miracle, HEC 2001. Aux États-Unis, nous travaillons avec Simon Properties, un de vos concurrents, pour qui nous avons créé une véritable marketplace qui permet aux visiteurs de Simon d'acheter en ligne aussi auprès de toutes les enseignes partenaire de Simon. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour votre groupe? Comme quoi l'entretien chez C, ça sert à tout, hein, comme ça lui il fait. Voilà. Il vous fait une proposition encore. C'est une très belle société. Très belle réussite. Très belle réussite. C'est pas notre axe prioritaire. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos commerçants, la plus grande partie de nos commerçants ont déjà développé leur propre réseau de distribution digitaux, leur place de marché. Donc nous, notre travail aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en fait sur la digitalisation du parcours client à l'intérieur de nos centres, préparer sa visite avant de venir, utiliser les services qui sont mis à disposition de nos clients à l'intérieur du centre en les rendant accessibles de façon digitale au travers des applications de vos téléphones mobiles, et ensuite développer la possibilité aussi une fois qu'on a fait ses achats en digital, de venir récupérer en magasin ou sur des lieux de collecte de vos produits à l'intérieur de magasin. Donc on développe plutôt aujourd'hui une plateforme de services digitaux
que de marketplace qui me semble avoir déjà été en partie fournis en termes de services par d'autres acteurs. Dernière question de Julia Sarfati, s'il fallait que ce soit moi qui la pose. Bonjour Monsieur Triton, Julia Sarfati, Chief of Staff du CEO de ShipUp, une start-up dans le retail et la logistique, et HEC Alumni 2021. En mars 2021, vous avez signé la charte BU avec comme ambition pour le groupe d'avoir un minimum de 40% de femmes à des positions de leadership. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Qu'en est-il de cette ambition et comment retranscrire cette ambition auprès de vos 12 pays à travers le monde? Merci beaucoup. Et je rajouterai une petite mention d'un observateur qui était à votre Assemblée Générale où il n'a vu que des hommes à la tribune. Donc, des hommes et encore des hommes. Eh oui. Mais pour autant, on a progressé. On est à 42% de femmes. À 42% de femmes dans des postes de direction au sein du groupe en 2023. On était à 32% en 2020. Equilip, qui est une société qui rassemble les données autour de l'équité dans les entreprises, nous a classés parmi les 10 entreprises françaises les plus avancées en matière de parité. Et on est classé 75e à titre mondial. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Donc notre effort est constant. On travaille sur des plans de succession. On travaille sur des plans de développement personnel. On a du mentoring. Et on travaille aussi avec l'ensemble des pays. Parce qu'effectivement, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Ce qui veut dire qu'il y en a qui sont plus en retard. Mais aujourd'hui, c'est un objectif groupe. Et l'ensemble en fait, de nos comités de direction dans les régions sont engagés et ont notamment dans leur rémunération, des objectifs à atteindre au titre de la parité. C'est ce que vous avez dans votre part variable ? Exactement. Ouais. En tout cas, soigner l'Assemblée Générale 2025 de ce point de vue-là, parce que ça a été remarqué, effectivement. Sinon, vous aurez challenge sur le dos. Juste un point, il n'y a pas de question là-dessus, et nous, on ne vous a pas encore interrogé. La question de la sécurité, souvent, ça se passe dans les centres commerciaux. Comment vous y répondez ? Alors nous, on a des équipes qui travaillent sur la politique de sûreté et de sécurité à l'intérieur de nos centres. C'est un sujet évidemment critique pour nous, sur lequel on a développé des politiques de sécurité avec des grands partenaires. On a travaillé sur nos plans de sécurisation de nos sites, le travail aussi avec les partenaires publics, que ce soit les collectivités locales ou les forces de l'ordre. Est-ce que vous observez un taux de vandalisme en croissance? Non. Non. D'accord. Okay. On arrive au terme de cet entretien, Jean-Marie Triton. Une conclusion avec 2-3 questions comme ça. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, je ne sais pas si on décidait de vous nommer ministre du Logement. Ça serait quoi vos solutions pour sortir de cette crise du logement et la crise de la construction ? C'est faciliter l'obtention des autorisations administratives, avoir une véritable volonté politique au niveau des collectivités locales pour permettre le développement du logement. Il y a des endroits, il y a des zones où on peut développer du logement et où aujourd'hui on est limité par la capacité à obtenir les autorisations. Je pense qu'il faut aussi avoir une révision des attentes en matière de valeur des charges foncières qui avaient trop augmenté ces dernières années. Et transformer, juste un point, transformer les bureaux en logement. On sait que c'est extrêmement compliqué. Ce serait une des solutions ? C'est une solution marginale. Vous savez, en 1994, Hervé de Charette avait lancé un plan de transformation des bureaux en logement. Et à l'époque, on disait qu'il y avait 5 millions de mètres carrés vacants de bureaux, principalement en région parisienne, et on imaginait transformer 800 000 mètres carrés. Quand vous écoutez les discours autour de la transformation de bureaux en logement, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit aujourd'hui, il y a 5 millions de mètres carrés vacants. C'est toujours la même chose. C'est toujours là. Mais sauf qu'il y a beaucoup plus de bureaux. Le stock de bureaux est beaucoup plus important. L'économie a évolué. Et au fond, ça n'a pas été la solution. Et le bureau a continué à se développer. Et le logement s'est développé pas assez vite par rapport aux besoins. Alors Jean-Marie Triton, vous avez une particularité qui est liée en fait au choc managérial auquel on faisait référence tout à l'heure quand vous êtes arrivé. Ça a été en une forme de putsch qui a été fomenté par Léon Bressler et Xavier Niel. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui ont Xavier Niel comme actionnaire, sauf des dirigeants de start-up. Et donc quand on a effectivement, comme dit Edwige, Xavier Niel dans les pattes, qu'est-ce qui se passe? Quelles exigences il a? Quelles ambitions? Et en quoi il est un peu différent d'autres actionnaires? Je ne sais pas si on peut parler de putsch, déjà. Je pense qu'il y avait une différence d'appréciation entre certains actionnaires et d'autres sur quelle
quel était le plan pour sortir Unibail de la situation délicate dans laquelle elle était. Aujourd'hui, Xavier Niel est membre du conseil de surveillance, à un niveau d'assiduité très très élevé, pose les bonnes questions. Il a surtout... il connaît bien l'immobilier. Il connaît très très bien l'immobilier, il connaît très bien le commerce, il croit dans le commerce physique. Et l'e-commerce. Il croit dans le commerce physique et l'e-commerce et la complémentarité des deux. Donc aujourd'hui, c'est un soutien, et le fait de l'avoir eu dans ces périodes qui n'ont pas été si simples que ça ces dernières années a eu un effet positif pour le groupe. Et il est monté en puissance dans le capital. Au travers des années, effectivement. Bon. Ce qui démontre sa confiance dans l'avenir pour le commerce physique et l'immobilier. Et est-ce que vous diriez qu'il y a un décrochage de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, vous qui avez travaillé très longtemps aux États-Unis, qui contrôlez maintenant la partie américaine, bien sûr, est-ce que vous l'observez là en ce moment? Il y a une dynamique de croissance qui est plus forte, une dynamique de création d'entreprises qui est plus forte, notamment dans le commerce physique que l'on peut constater aux États-Unis par rapport à l'Europe. Et pourtant, vos prochains investissements sont plutôt en Europe. 80% de notre activité est en Europe d'ores et déjà, donc on est déjà un acteur européen. On a la possibilité de continuer à développer nos activités, à participer à la régénération des villes, donc on est très fortement engagé sur nos marchés. Quelle est la prochaine ville que vous allez régénérer, comme Hambourg? On a du travail à faire à Londres. Et l'Italie, l'Espagne, vous en parlez, il fait beau là-bas. J'allais y venir. On travaille sur un projet à Milan qui aura la chance d'être connecté par le métro, puisque les financements européens ont été sécurisés l'année dernière. Donc on travaille sur un ensemble de projets, également en Espagne. On est très investi à Barcelone et à Madrid. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien HEC. Jean-Marie Tritant, merci de vous être prêté à ce jeu, à cet exercice. Merci beaucoup. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.